Salut à tous, salut, bienvenue dans le salon tactique numéro 13, le dernier de cette Coupe du monde de rugby, après la victoire de l'Afrique du Sud, bien sûr, contre la Nouvelle-Zélande. Un succès 12-11 au Stade de France pour les Box, qui avaient gagné d'un petit point contre la France en quart de finale, d'un petit point contre l'Angleterre en demi. Et les voilà couronnés pour la quatrième fois. Le casting, vous le connaissez à moitié, parce que oui, il y a du changement pour une finale. On a fait un peu de banc avec les finisseurs qui sont rentrés, ceux qui sont toujours là, etc. Alex Bardot, à gauche de l'écran, nous fait le plaisir d'être là, fidèle au poste. Ça va, Alex? Ça va, très bien. Et toi? Ouais, ouais, ça va au Pays Basque. Si pour vous étonnez pas de la connexion, c'est la connexion basque. On profite de la vie, quoi. Au centre de l'écran, vous l'avez marqué, c'est pas Yannick Bru, il a un peu plus de cheveux, mais il vient aussi du Gers. C'est Pierre-Henri Boncamp. Pierre-Henri qui était entraîneur adjoint durant cette Coupe du Monde avec l'équipe d'Australie, qui connaît parfaitement ces deux équipes. Salut, bienvenue dans l'émission, bienvenue dans le Salon Tactique. Pierre-Henri, comment ça va? Bonsoir à tous. Très bien, ça va très bien. Très honoré de remplacer Yannick, qui prépare son match à Toulouse demain avec l'UBB. Mmh. Ouais, il avait des occupations. Il nous a dit qu'il a un petit match de rentrée. Bon, on verra. On pourra peut-être l'analyser un jour, ses performances. On n'en est pas là. On va d'abord revenir sur cette Coupe du Monde. Trois thèmes, messieurs, évidemment, sur la manière dont les Box ont construit ce succès historique durant cette rencontre au Stade de France. Défensivement aussi, ce sera le deuxième thème. Comment cette équipe sud-africaine a impressionné, avec notamment Peter Stave-Dutoit, à hauteur de 28 plaquages. Ils ont plaqué durant 80 minutes ces joueurs de manière très impressionnante. Et le troisième thème, bien sûr, sur cette équipe néo-zélandaise qui a été joueuse encore une fois, qui a développé pas mal de rugby, qui a eu la possession, mais qui a perdu et qui est tombée un petit peu de haut. Première question générale, tout simplement, Pierre-Henri, qu'est-ce que tu retiens de cette finale? Sans rentrer dans le détail, on va le faire au fur et à mesure de l'émission. C'est quoi ton sentiment premier après la victoire des Box? Ouais, comme toute finale, c'est une finale très serrée qui se joue à un point, mais où le dénouement est cruel pour les All Blacks. Mais retenir aussi que les All Blacks ont eu un carton rouge assez tôt dans la rencontre et peuvent quand même, malgré ça, malgré cette infériorité numérique, remporter ce match. Mais malheureusement pour eux, voilà, comme tu as dit en présentation, les Sud-Africains ont gagné d'un point en quart, d'un point en demi. Et aujourd'hui, ben, ils sont champions du monde. Voilà, c'est des matchs très serrés. À partir des quarts de finale, c'est des matchs très serrés. Donc voilà, bon, on dira que c'est les plus forts qui ont gagné. On va l'analyser après, mais voilà. Une, euh, moi, j'ai trouvé que c'était une belle finale. Sincèrement, il y a eu un seul essai, mais c'est une belle finale parce que c'est des matchs de très haut niveau, très serrés, et toutes les erreurs, je dirais entre guillemets, comptent donc et pénalisent les équipes, justement. Alex, ça t'a plu cette finale aussi, toi? Ouais, elle m'a plu parce qu'elle s'est avérée plus ouverte que ce que je pensais, parce que je pensais que la pluie allait vraiment faire que le rapport de force allait vraiment basculer assez fortement côté sud-africain. Et en fait, ça n'a pas vraiment été le cas. L'Afrique du Sud gagne, certes, mais que d'un point, et elle peut perdre ce match-là, et elle ne domine pas alors qu'elle en à 15 contre 14. Euh, Après, je reviens toujours à ça depuis le début de la Coupe du Monde, et je pense que c'était un peu un des enjeux stratégiques de cette Coupe du Monde, et un des enjeux pour World Rugby, c'était l'histoire de la possession, de la dépossession. On se souvient que World Rugby on avait eu marre après la tournée de novembre l'an dernier de ce jeu au pied massif, de deux équipes qui se tapaient les unes sur les autres et qui attendaient la faute de l'autre, et qu'elle avait essayé de changer des choses dans la manière d'arbitrer le jeu au sol pour favoriser la possession. Et là, on a vu aujourd'hui, jusqu'à la caricature, presque un match entre une équipe qui a voulu posséder, presque peut-être trop, on y reviendra, malgré des conditions hyper pluvieuses, malgré le fait qu'ils se sont retrouvés à 14, et ils se sont retrouvés face à une équipe qui, elle, a choisi de ne pas posséder. Et c'est vraiment, les statistiques sont assez impressionnantes, hein. On est à 209 plaquages sud-africains Ouais, contre sur 90, hein, 245. c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, 85% au plaquage, 209 sur 245, dont 28 pour du toit, ouais. ouais. Combien de passes? 200 passes néo-zélandaises, je crois, c'est ça? Ouais, c'était On l'a dit tout à l'heure. 210, Ça- 217 contre 83, et je crois qu'ils en avaient déjà fait 101 à la mi-temps dans mon souvenir, les Néo-Zélandais. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc on est vraiment dans la caricature de l'équipe qui possède contre l'équipe qui ne possède pas. Et bon,
ce qui est World Rugby pourra au moins se dire ça a servi à quelque chose parce que l'équipe qui a cherché à posséder a failli gagner ce match. Et alors qu'elle était 14. Donc ils se satisferont peut-être de ça. En tout cas, voilà, le constat aujourd'hui, c'est que il est plus facile quand même de ne pas porter le ballon au niveau international. Pierre-Henri, on en a un tout petit peu parlé en amont. On en a même un peu parlé cette semaine quand on a discuté voilà, de toi qui as vécu la Coupe du Monde de l'intérieur. C'est vrai que c'est un des grands débats ou des grands enjeux ou une des grandes tendances actuelles, quoi. Le fait de cette question de possession ou dépossession et le fait que la dépossession aujourd'hui est plus facile. Pierre-Henri. Ouais, certes, oui, oui, tout à fait, c'est plus facile parce que si on tombe sur des défenses qui sont super bien organisées aujourd'hui, qui montent très fort comme les Sud-Africains, qui t'empêchent ou qui te pénalisent parce qu'elles te contrent par des turnovers, elles te contrent par des pénalités récupérées au sol. J'ai l'image de Kitchoff aujourd'hui qui obtient des pénalités ou de Deon Fourie qui récupère des turnovers sur les contests au sol. Donc ensuite, les Sud-Africains, ils utilisent beaucoup ce jeu au pied de pression, que ce soit en l'air ou au sol. Et voilà, et ils occupent voilà, le camp adverse par peu de passes, beaucoup de pieds. Et les Néo-Zélandais ont essayé de jouer en rugby. Ouais, on peut dire qu'ils ont failli gagner le match, mais je pense que voilà, c'est le double de passes, plus double de passes, plus double plaquage tenté par les Sud-Africains. Mais malheureusement, voilà, aujourd'hui, force est de constater que le rugby qui gagne aujourd'hui, enfin qui te fait champion du monde, c'est un rugby de dépossession. Et voilà, c'est comme ça. Donc, faut s'adapter aussi. Et je pense que les Néo-Zélandais, je m'attendais quand même à beaucoup plus de jeu au pied de la part des Néo-Zélandais, notamment en début de rencontre. Et, ils ont, dès le début de la rencontre, essayé d'imposer beaucoup de jeux de passe. Mais les Sud-Africains, ça fait maintenant presque 8 ans qu'ils défendent très bien avec la même équipe, qui se connectent parfaitement sur les extérieurs, au-delà d'avoir de très bons plaqueurs, ils ont surtout des montées défensives collectives très fortes et voilà, qui te font tomber les ballons, qui t'empêchent de développer un jeu notamment sur les extérieurs. Et tu breaks très peu de fois cette équipe sud-africaine. À part la France, je répète, mais la France en quart de finale a breaké souvent les Sud-Africains sur les retours, tu vois, petit côté, dans les fermés. Mais après, que ce soit les Anglais ou les Néo-Zélandais, ont eu beaucoup de mal à breaker cette défense. Qu'est-ce qu'il faudrait, on sort un peu du cadre de la finale, mais puisque c'est un peu l'heure du bilan, qu'est-ce qu'il faudrait pour toi dans leur règlement pour que la possession soit à nouveau soit davantage possible, on va dire, ou soit mieux rémunérée? Ouais, peut-être arbitrer un peu mieux, peut-être les rucks, notamment. Aujourd'hui, le risque de posséder le ballon, c'est que tu peux te faire pénaliser sur le jeu au sol quand tu es soutien offensif. Et il me semble que parfois, on a des plaqueurs qui sortent pas trop vite de la zone. On a des seconds plaqueurs qui viennent impacter sur le ballon, qui viennent contester au sol ou ralentir le ruck. Et malheureusement, voilà, ces joueurs-là, ils sont peu pénalisés, ou pas assez pénalisés, ou pas assez durement pénalisés. Et donc voilà, essayons peut-être d'avoir un arbitrage plus sévère sur ces joueurs-là, sur ces adversaires qui veulent en fait ralentir tout simplement le ballon pour que la défense s'organise plus facilement, qu'elle soit en place plus vite. Et après la ligne d'hors-jeu peut-être aussi. Je pense que si on regarde vraiment les lignes d'hors-jeu sur des équipes comme les Sud-Africains qui montent très vite, je pense que sincèrement, une fois sur trois, ils partent hors jeu, tu vois. Donc ils sont. Bon, on les pénalise pas non plus. Il y a très peu d'hors-jeu de ligne sifflés pendant la Coupe du Monde. On se rend compte que voilà, et c'est un gros problème parce que aujourd'hui, je répète, les équipes qui veulent attaquer, qui veulent posséder le ballon, elles sont quand même très souvent pénalisées sur le jeu au sol. Les soutiens ou les porteurs de balle sont pénalisés et donc ça fait peur aussi. Donc si on veut qu'il y ait un peu plus de passes et de jeu offensif, il faut récompenser les attaques. Elles ne sont pas récompensées aujourd'hui, c'est pas vrai.
Messieurs, Alex, tu vas nous montrer des choses, mais l'Afrique du Sud a été fidèle à ce qu'elle sait faire, elle croit vraiment en ses principes et elle les applique tout simplement, sinon. Ouais, Ah je laisse oui, oui. Pierre-Henri expliquer un peu ce qui. Ouais. Non, mais les Sudaf, sincèrement, ils sont champions du monde en 2007. En 2007, ils ont le même projet de jeu. Ils font la même chose, c'est-à-dire grosse montée défensive, gros jeu au pied de pression et jouer les turnovers par leurs ailiers. À l'époque, c'était Habana, aujourd'hui, c'est Colby ou RNC. Mais c'est le même jeu, ça fait presque 20 ans qu'ils jouent pareil. Les Sud-Africains, ça fait 20 ans qu'ils sont costauds devant parce qu'ils ont ces gabarits hors normes devant, ces joueurs athlétiques, des garçons comme Dutoy. Dutoy, c'est 2 mètres, c'est 120 kilos, ça court vite, c'est costaud, c'est dur. Bon, voilà, et eux, ils sont sûrs de leur force, sont sûrs de leur projet. Et même contre les Anglais, quand ils jouent pas bien, quand ils sont un peu pris dans le combat, ils restent dans leur plan de jeu et puis finalement, ils passent, tu vois. Alors, ils gagnent pas les matchs de 20 points en quart, demi et finale, mais c'est une équipe qui est très dure à battre parce qu'elle te donne rien, en fait. Elle te donne rien Mmh. comme point. Il faut aller se chercher tous les points. Et voilà, aujourd'hui, ouais, les Sud-Africains, ils maîtrisent parfaitement leur rugby. Euh, ils, ils ont une confiance absolue, je pense, en Erasmus et le staff. Ouais. On voit bien que le coaching, à chaque fois que ça rentre, c'est une plus-value. On voit bien qu'ils sont capables aussi de changer de joueur entre le quart et la demi, de la demi et la finale. Et Erasmus, on voit bien que c'est un entraîneur qui, on l'a vu contre l'Angleterre, au bout de 30 minutes, sort son demi de mêlée, son demi d'ouverture. Bon, voilà, il ne fait pas de cadeau. Il fait pas de cadeau. L'objectif, c'est que l'Afrique du Sud soit championne du monde. Il n'y a pas de star dans cette équipe, finalement. Les gros joueurs sud-africains sont fondus dans un collectif. Et c'est la force de cette équipe. C'est vraiment un collectif qui a été champion du monde aujourd'hui. Et un groupe voilà, de 33 joueurs, plus le staff qui a été champion du monde. C'est incroyable, ça. Alex? On en a un peu parlé tout à l'heure en préparant l'émission. Ils sont revenus, ils ont réutilisé quelque chose qu'ils avaient fait contre les Français en quart de finale notamment et dont on avait parlé pendant l'émission. C'est ces jeux au pied croisés, ces chandelles croisées. Je vais tenter de montrer ça ici. Alors, je suis un peu rouillé Ouais, il est tard pour toi, Alexandre. et tard pour moi. Donc là, on est en tout début de match. Hein, les Blacks viennent de prendre un jaune. On va voir que les Sud-Africains sont dans le couloir gauche et ils vont progressivement amener le ballon. Là, on voit le ballon est ici dans les mains de Pollard. Ils vont amener le ballon au couloir opposé en 2 temps de jeu. Et une fois dans le couloir opposé, on voit ici un replacement. Alors, c'est pas le replacement aussi caricatural peut-être qu'on avait vu contre la France où ils avaient vraiment laissé 4 joueurs, dont Peter Steph Dutoit dans le couloir à l'opposé. Mais là, on en voit au moins 2. On voit Colby, alors tout petit ici, là, devant le panneau Emirates, et on voit Peter Steph Dutoit. Et sur le retour, ben, Pollard va taper dans la zone ici, là, ou devant Mounga, avec Colby qui est déjà à hauteur, Dutoit qui est un peu en retard, mais qui finalement va être quand même présent, pas forcément au point de chute directement, mais dans le ruck suivant. Et on voit qu'au point de chute, il va y avoir vraiment un duel entre Colby et Mounga. Ça, c'est un truc donc qu'ils ont beaucoup fait contre les Français, qu'ils ont refait là. Contre l'Angleterre, je me souviens pas. Pierre-Henri, tu te souviens peut-être. Mais voilà, ça fait partie de leur stratégie dans le jeu au pied. Euh, Quels avantages ils trouvent à taper comme ça? On en avait un peu parlé la dernière fois, mais quels avantages ils trouvent à taper comme ça à l'opposé via des chandelles croisées comme ça? Ouais, c'est un jeu au pied par le 10, tu vois. C'est un jeu au pied de pression par le Ouais, 10 en l'air, contestable. C'est pas le jeu au pied du 9. Le jeu au pied du 9 contestable, tu le vois, parce qu'il prépare le ruck pour allonger le ouais, ruck et se protéger du contre. Là, c'est un jeu au pied où on déplace le ballon au large. On revient assez vite sur le numéro 10, qui a un peu plus de temps, finalement, un peu moins de pression sur lui pour jouer au pied en décroisé comme ça. Et en laissant l'ailier, bien sûr, Colby ou RNC au contest, plus un centre et un troisième ligne comme Dutoy dans le couloir.
pour mettre la pression, alors pas forcément en l'air sur les joueurs-là, mais plutôt en bas, sur le contre-ruck ou le plaquage. Bon, voilà, mais je répète, ils faisaient la même chose en 2007, tu vois, ça fait longtemps qu'ils le font. Et contre nous, ça a été justement notre lacune, les Français, là-dessus, quand ils ont joué au pied sur Bielbarré, Mmh. ce jeu au pied Sur contestable, où ils mettent Woki. beaucoup de pression Mmh. sur Woki, sur l'aile à Bielbarré. Sur Et Penaud. donc, ouais, voilà, ouais, je te dis, et puis c'est dans la zone 50-22, tu vois. Ils s'en foutent de l'avancée, en fait, eux. Ils déplacent le ballon et ils vont jouer au pied. Leur avancée à eux, elle n'est pas à la main, elle est au pied. Donc, voilà comment ils gagnent du terrain. Voilà comment ils occupent le territoire adverse par ce jeu au pied décroisé de pression. Et où souvent, on le voit bien sur l'image que tu as montrée, où Mouanga, il est tout seul. Souvent, quand on joue au pied par le neuf, on a ce qu'on appelle des escortes, des joueurs qui se replacent et qui vont protéger un peu le réceptionneur. Sur ce genre de jeu au pied-là, il y a peu d'escortes. Donc, c'est du 1 contre 1 souvent. Et à la retombée, tout ce qui va tomber par terre, c'est dangereux. C'est dans les 22, ça peut se retourner, contre nous, ça s'est retourné contre l'équipe de France, et on a encaissé c'est là-dessus, tu vois. Donc, voilà, stratégiquement, c'est très bien joué. C'est très bien joué. On va voir aussi qu'ils ont utilisé un moment en deuxième mi-temps pour se protéger, en fait, pas pour se protéger, pour enfermer les Néo-Zélandais dans leur camp. Ils ont utilisé des jeux au pied qui sont des jeux au pied c'est presque du non-jeu en fait, mais c'est hyper efficace pour enfermer un adversaire dans ses 22 mètres. Ici, on est à la 64e, ils ont déjà un seul point d'avance. Et on voit Villemc qui intervient. Bon, c'est pas un coup qui est très jouable, mais bon, quand même, on pourrait très bien imaginer une passe de plus à 4 contre 3, comme ça, il y a un peu d'avancée. Et non, Villemc va choisir de taper en touche pour gagner une touche. Voilà, c'est une touche rasante, c'est un coup de pied rasant. Le ballon va atterrir dans les bras, dans les 22 mètres néo-zélandais. Il y aura une touche pour les Néo-Zélandais, mais comme ils vont mettre ensuite la pression en dessous, et comme par ailleurs les Néo-Zélandais sont très loin, c'est très difficile, ballon très difficile à jouer. Il y en a un autre comme ça un peu plus tard dans le match. Alors là, évidemment, c'est une capture, on voit rien. J'ai pas eu le temps de les travailler. On est juste après le match, mais il y a Villemc, pas Villemc, Leroux, je veux dire, qui après un renversement de jeu, après une attaque qui était partie vers le côté droit et qui revient côté gauche. Villemc, pareil, va taper, il est ici, Villemc, il va taper dans les 22 mètres néo-zélandais et enfermer les néo-zélandais. Et je pense qu'il faut aussi souligner qu'il n'y a pas eu que des jeux au pied comme ça. Il y a aussi eu, en début de deuxième mi-temps notamment, euh, une énorme occasion pour les Sud-Africains, née d'un jeu au pied. Le moment où RNC aplatit dans l'embut, enfin n'aplatit pas. C'est ce début de match, il y a 3 coups de pied consécutifs des Néo-Zélandais et des Sud-Africains qui sont récupérés par eux-mêmes. Le premier, c'est une chandelle, je crois qu'il y a un en avant d'un des frères Barrett. Le deuxième, c'est le coup de pied rasant c'est un coup de pied rasant de Villemc, je crois, où il y a pour le faux essai d'Arens. Et je crois que sur un des autres coups de pied, c'est le moment où Colissi oublie un partenaire à l'intérieur et ça peut faire essai. Donc ils ont aussi cette capacité quand même à savoir garder le ballon dans le terrain pour mettre de la pression, pour marquer, quoi, en quelque sorte. Ils ont aussi Ouais, ça dans leur bagage. ouais, ce jeu au pied-là, ces jeux au pied-là qui mettent dans les angles, dans les 22 mètres adverses, on appelle ça un peu le cimetière, c'est-à-dire c'est un endroit du terrain où, quand tu récupères le ballon, tu es de bord de touche, tu es en T22. Donc, soit l'adversaire, enfin, soit les Sud-Africains vont te pousser à aller en touche, soit ils vont t'obliger à toi à jouer au pied, mais dans des conditions difficiles, avec beaucoup de pression sur le 9 ou le 10. Donc, soit tu vas leur rendre le ballon directement par une conquête en touche, si tu vas jouer en touche, soit tu vas laisser le ballon dans le terrain, mais tu vas leur rendre une opportunité de contre-attaquer aux Sud-Africains. Donc, voilà, c'est des jeux au pied. Sincèrement, c'est très bon tactiquement. C'est jouer au pied dans le cimetière, comme on dit, mais bon, voilà, je trouve que ça fait partie de leur maîtrise du rugby aujourd'hui moderne, du rugby qui gagne, du rugby. Alors c'est pas de la dépossession. Moi, j'appelle pas ça la dépossession. C'est de la pression. Sincèrement, c'est un rugby de pression, les Sud-Africains. Ils te mettent sans arrêt sous pression. Quand ils défendent,
ils montent très vite pour te mettre la pression sur le ballon systématiquement, sur le porteur de balle. Et quand ils attaquent, ils jouent au pied en l'air, contestable ou au sol comme ça, et ils te mettent beaucoup de pression. Ils ne te rendent pas des ballons faciles. Voilà, je répète, mais l'Afrique du Sud, c'est une équipe très dure à jouer parce qu'elle te donne rien, elle te met sous pression en permanence. Et c'est pareil sur la conquête en touche. Quand tu as le ballon, quand tu as des touches à toi dans tes 22 mètres, sur ce genre de jeu au pied, de la part des Sud-Africains, tu es sous pression parce qu'ils ont des grands joueurs très bons sur le domaine aérien en touche. Et c'est toujours très dur d'avoir un ballon propre, de sortir son camp proprement. Et voilà, je trouve que c'est l'équipe aujourd'hui dans le monde qui maîtrise le mieux ce jeu de pression. Je dis pas qu'il faut jouer comme ça demain, mais en tout cas, c'est quand même 2 fois consécutivement les champions du monde, quand même, les Sud-Africains. Donc, c'est pas un hasard non plus. Et voilà, c'est à réfléchir quand même. Je trouve que c'est un bel outil, en tout cas, qu'ils utilisent très bien. Pierre-Henri, tu Et, parlais, il y a 2 touches importantes avant la demi-heure de jeu, je crois que c'est 25e et 27e. Il y a 2 touches perdues par les Néo-Zélandais. Il y a un ballon contré par Etzebeth, je pense. Et ça, on se dit que déjà, ça psychologiquement, ça leur fait mal, ça, aux Néo-Zélandais. Et après, quelques minutes après, il y a le carton rouge de Sam Cane. Mais ces 2 ballons perdus et ce contre d'Etzebeth, ça leur met un petit coup sur la tête quand même aux Blacks, non? ouais, mais parce que, oui, c'est sûr, mais parce que ouais, parce que c'est une équipe très bonne sur le contre défensif en touche avec Etzebeth, Dutoy, Monster, ou Snyman quand il rentre, ou Klein, Mm. c'est des vrais deuxième ligne ou troisième ligne euh, défensivement en touche très bon, très vite. Ça fait partie de la stratégie sud-africaine. Après, juste, c'est aussi du travail de l'ombre, ça, tu vois, c'est du travail sans ballon. Mm. On parle des sauteurs, mais les lifters sont très bons. Mm. C'est pareil sur le jeu au pied. Quand on joue au pied, c'est bien, hein, on peut dire on va jouer au pied, mais il y a des joueurs qui jouent, qui sans ballon vont courir, vont mettre la pression. C'est le travail sans ballon, le travail de l'ombre. Et les Sud-Africains aujourd'hui, c'est une équipe, je répète, qui est championne du monde collectivement. C'est la meilleure équipe collectivement vraiment du monde aujourd'hui parce qu'elle travaille sans ballon comme personne d'autre dans le monde. Il y a plus de 200 plaquages aujourd'hui. Tu vois, c'est une équipe Mm. d'abnégation, c'est une équipe dur au mal. C'est vraiment, ils ont fait une machine de guerre. Sincèrement, bravo à Erasmus qui a repris cette équipe juste avant la Coupe du Monde 2019, qui en a fait une équipe championne du monde en 2019, championne du monde en 2023. Et avec ce travail sans ballon, cette conquête en touche, cette défense en touche, voilà, je trouve que c'est bien On va aussi montrer pour le. peut-être Ouais, vas-y Alex. la touche en question, là. Cette touche-là, la 24e, parce qu'il y a un aspect intéressant qu'on a un peu abordé à la mi-temps quand on a discuté à la pause. C'est une touche donc à l'entrée des 22 mètres sud-africains. C'est un moment où les Blacks commencent un peu à mettre la pression. Enfin, ils sont dans une bonne phase, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est que on l'avait vu avec Yannick, les Sud-Africains cherchaient prioritairement à bloquer l'accès au milieu et au fond de touche. Et là, on voit bien qu'il y a euh, Edzebet qui est ici et Mostert qui est ici, qui en quelque sorte verrouille le fond de touche ou rendent difficile l'accès au fond de touche, et que souvent ils laissaient le devant libre. Or là, on voit que c'est pas forcément ce qui va payer d'ailleurs à la fin, mais on voit qu'il y a aussi devant Kitchoff qui est déjà, déjà placé dans un demi-bloc, tu disais Pierre-Henri, pour soulever du toit. Qu'est-ce que tu peux en dire, Ouais, Pierre-Henri? moi, sincèrement, tu vois, l'image, elle est parfaite. Parce que pour moi, c'est la lacune des All Blacks. Tu vois, quand je t'ai dit que les Sud-Africains étaient durs à jouer parce qu'ils te donnent rien. Là, je suis désolé, mais les All Blacks, à aucun moment, ils doivent lancer en fond au milieu. Là. Dans ce genre de Hmm. situation, gagner le ballon, ou winning the ball, comme ils disent, c'est primordial. Ils doivent absolument lancer sur Hardy Savea ou sur Brody Retallick, tu vois, qui est juste derrière Savea, mais ils doivent Ouais, lancer devant. Même si en demi-bloc avec Steph Dutoy, sincèrement, si Savea est bien lifté par De Route et Retallick, ils ont le ballon.
Et ça, c'est quand même très All Black, je trouve. Tu vois, les All Blacks, ils veulent lancer au fond, au milieu pour lancer le jeu, parce que c'est bien mieux de lancer le jeu par une passe courte entre le 9 et le 10, par exemple. Mais la première chose, il faut gagner le ballon. Il faut gagner le ballon en conquête. Ils sont dans les 22 mètres, c'est un ballon important. Et ça, je trouve que stratégiquement, tu vois, les All Blacks, ils sont moins forts que les Sud-Africains. C'est un rugby de rêve qui veulent jouer les All Blacks. Et on l'a bien vu C'est aujourd'hui avec exactement ça. plus de 200 passes. Mais moi, je suis désolé. Aujourd'hui, ils ont été battus parce que tactiquement, ils sont moins bons aujourd'hui. Cette équipe est moins bonne que les Sud-Africains. Voilà, tout le monde sait qu'ils vont laisser le devant, les Sud-Africains. Et les Néo-Zélandais le savent bien parce qu'ils analysent bien sûr les matchs avant, ils les connaissent par cœur. Et ben, malgré tout, ils vont essayer de lancer entre Edzebet qui fait 2-0, voilà, de mettre 0-2 et Moster qui est un très bon sauteur aussi. Tu vois l'image que tu as après. C'est quand Mm. même extrêmement difficile de prendre un ballon en fond d'alignement avec Edzebet devant, tu vois. Et ça, c'est des ballons perdus bêtement, je dirais, entre guillemets, quoi. Ils auraient pu lancer, par exemple, derrière du Toit en reculant peut-être dans cette zone-là. Ouais, oui, je t'assure Et, que s'ils lancent juste derrière du toy, Zebet ne sortent même pas. Ils sortent même pas. Et après, ils vont mm. défendre un molle, ils vont mettre beaucoup de pression sur la passe 9-10, je suis d'accord, mais quand même, gagner le ballon, c'est la priorité. C'est la priorité. C'est pas... Tout le monde voudrait lancer, je te dis, en fond au milieu, pour lancer le jeu correctement, bien mieux, etc. Mais il faut gagner les ballons d'abord. Surtout à 9-3. Ouais. Et après un début de Et match un peu compliqué comme ça. Juste il y a un autre aspect qui est intéressant dans le jeu, pour revenir au jeu au pied rapidement, c'est que une des questions de cette finale, c'était comment les Box, est-ce que les Box allaient faire comme au mois d'août, choisir sur les pénalités dans le camp néo-zélandais, choisir d'aller en touche pour mettre la pression via des mauls, ce qu'ils avaient fait au mois d'août, ce qu'ils ont fait aussi en demi-finale, ce qu'ils ont fait en quart de finale, c'est-à-dire parfois tourner le dos à une pénalité tentable pour aller en touche ou pour la jouer. Et là, on a vu d'entrée en fait qu'ils ont choisi de prendre les points, alors même que je pense que la première pénalité, ils l'obtiennent, c'est une pénalité dans les 22 All Blacks, et ils l'obtiennent, c'est le carton jaune de Frizel. Donc ils auraient pu le saisir cette troisième, ouais. opportunité pour, voilà, Mm. ils auraient pu choisir cette opportunité pour aller en touche et profiter de leur supériorité numérique via le maul, dans le maul. Et non, ils ont choisi de prendre les points. Pierre-Henri, est-ce que tu as un regard là-dessus? Est-ce que voilà, c'est l'enjeu de la finale qui fait que Non, ils sont allés chercher les points? non, c'est la présence de Pollard. Pollard joue aujourd'hui pour mettre des points au pied. Et c'est pas Liboc. Ils ont entièrement confiance dans la qualité du jeu au pied de Pollard et ils savent que Pollard, c'est un très bon buteur qui va convertir ses pénalités en points. Et c'est la différence, je pense, entre le quart, la demi, la finale. C'est la présence de Pollard. Et Pollard, tu le mets sur le terrain, c'est pour qu'il fasse ça, tu vois. Donc, c'est son job. C'est un excellent buteur. Et Mm. moi, sincèrement, ça m'a pas surpris. C'est plutôt l'inverse qui m'a surpris que les Néo-Zélandais à 12-6 tapent pas les pénalités pour revenir à 12-9, tu vois. Mais sinon, non, je trouve que bah, ça aussi, c'est prévu avant. On fait jouer Pollard parce qu'on veut obtenir des pénalités, qu'on est en finale, que tous les points vont compter, qu'on veut mettre 3 points, 6 points, 9 points, 12 points par sa présence. Et voilà, c'est prévu avant, c'est le staff. Sincèrement, tu vois, moi, quand j'ai rencontré en Championship les Sud-Africains avec l'Australie, je pensais que c'était des idiots, les Sud-Africains, avant de les jouer. Et Eddie Jones, qui avait été en 2007 avec l'équipe sud-africaine, m'a toujours dit, écoute, je t'assure, les Sudaf, c'est tout sauf des idiots, ils calculent tout, ils ont toujours un plan A, un plan B, et stratégiquement, ils sont très forts, et ils connaissent tous les scénarios qu'il peut y avoir sur un terrain lors d'un match. Ils anticipent les scénarios. Et voilà, et le scénario qu'ils avaient anticipé, c'est de faire jouer Pollard pour convertir les points au pied. Donc, je pense que dans la semaine, ils ont peut-être moins travaillé le môle porté que les autres semaines parce qu'ils savaient qu'ils ne taperaient pas en touche, pas du moins en début de rencontre.
Mais Yannick, c'est un peu ce que nous disait Yannick, Yannick Bru, Alex, qui est les Box, comme tu disais, Pierre-Henri, c'est qu'ils avaient tout anticipé, tous les matchs, les adversaires, c'est le paroxysme de la réflexion. C'est ce que disait un peu Fabien Galtier avant le quart de finale, mais les Box, c'est ça en fait. C'est qu'ils bossent beaucoup aussi, ils étudient leurs adversaires, ils sont capables de s'adapter à eux, sur le banc, sur les joueurs qu'ils vont mettre, sur Pollard, comme tu dis, etc. C'est une équipe, comme tu dis, et moi je me rappelle cette phrase de Yannick Bru avant le quart de finale, faut surtout pas croire que c'est une équipe de bourrin en fait. Et c'est vrai en fait. C'est une équipe qui réfléchit beaucoup en fait. Ouais, c'est exactement ça. Vraiment, oui, c'est ça. Après, avec, je pense, Félix Jones, c'est leur entraîneur de la défense, qui va être dans le staff anglais après D'accord. la Coupe du Ouais. Monde. Je pense qu'il est très bon, sincèrement. Pour l'avoir rencontré quand j'étais en Angleterre à Bath, il sortait du Munster, il avait été entraîneur au Munster. Juste avant la Coupe du Monde 2019, il était venu une semaine avec nous. Ouais, c'est quelqu'un de très intéressant, très réfléchi. Je sais que c'est lui qui met beaucoup de pression sur les arbitres avant les rencontres. C'est lui qui rencontre les arbitres dans les previews, avant les rencontres. Il est très dur avec les arbitres. Euh, voilà, je pense que ça fait partie avec Erasmus, les autres, bien sûr, mais je pense qu'ils ont, voilà, qu'ils ont une équipe, voilà, qui anticipe tout, ouais, c'est pas des bourrins, c'est sûr. Mm. Ouais, bravo à eux. Parce que justement, ils utilisent leur force physique et leur vitesse, vraiment, ils optimisent leur équipe. C'est, on, qu'on voit bien qu'il y a des joueurs sud-africains qui ont été joués en France dans les clubs de top 14 et qui ont été beaucoup moins performants en club, tu vois, en top 14. Aujourd'hui, quand tu les vois Mm. jouer à l'Afrique du Sud, tout le monde dit, ouais, mais ils trichaient en France, ça. Mais non, ils trichaient pas. Mais dans l'équipe sud-africaine, ils sont optimisés. Ils sont là et ils jouent avec leur qualité et ils utilisent leur qualité. Et Zebet, c'est un phénomène en équipe d'Afrique du Sud. Colby, c'est pareil. Et Deon Fourie, qui était à Grenoble en Pro D2 les dernières années, aujourd'hui, c'est un champion du monde, le mec. Il a 37 ans. Et Deon Fourie, il l'utilise parce qu'ils savent qu'en seconde mi-temps, il va contester les ballons au sol. C'est sa qualité numéro un. Voilà, je trouve que voilà, c'est vraiment une belle équipe aujourd'hui. Et Vermeulen en est le parfait exemple. Vermeulen, c'est peut-être son dernier match, mais Vermeulen, il fait un match hors norme aujourd'hui. Dans l'ombre, hein, un joueur de l'ombre aussi, mais hors norme. Il a toujours été bon, Vermeulen, tu vois, même que ce soit en France ou Mm. ailleurs, à Toulon ou ailleurs. Mais je Mm. trouve que voilà, Vermeulen, il optimise à son âge, tu vois. Ils utilisent leurs joueurs avec leurs qualités et leurs défauts, ils n'en tiennent pas compte. Hein, ils en tiennent pas compte. Alex, ça reste aussi une machine impressionnante défensivement. On parlait, je fais la transition vers le deuxième thème parce qu'il est minuit 2 et que Ouais, tu as compris mon t'es sens de la fort, transition. Bravo, t'es bravo à moi, fort. je me félicite, ouais, bravo. C'est une formidable machine à plaquer, à défendre, à rien lâcher sur sa ligne. Même parfois, ils sont en difficulté, on pense qu'ils vont craquer et ils le font pas en fait. Oui, on revient à Ouais. cette, on revient toujours à cette rush défense qui est à la fois, qui semble fragile parfois parce qu'on voit des espaces énormes et puis en fait, qui finit toujours par gagner les bras de fer qu'elle impose. Elle se découvre, mais c'est pour mieux empêcher l'adversaire de faire des passes. Et on l'a beaucoup vu en première période, notamment, enfin un peu pendant tout le match, mais en première période, les All Blacks ont essayé d'aller la chercher parfois sur l'extérieur, sur les extérieurs, malgré le ballon glissant. Et on va voir que à la fois le fait que le ballon ait été glissant et la qualité de montée et au-delà de la rush défense, la qualité de replacement après la montée de la part des Sud-Africains, je vais essayer de me faire comprendre à travers les images, mais là c'est une action où on voit un bloc néo-zélandais avec trois joueurs ici, l'animation assez classique des Néo-Zélandais. Le ballon va aller sur Mounga, on voit que écrit Lede Allende sont montés très vite, que Colby est en train aussi de monter pour venir essayer de couper à l'intérieur et pas du tout de contrôler. Et on va voir ce qui est intéressant, c'est que les Blacks vont réussir à faire la passe, mais Krill va super bien, au lieu d'aller mordre sur le troisième avant, sur le troisième joueur sud-africain, sur celui-ci là, au lieu d'aller défendre sur lui, il va anticiper sur Mounga, donc il va mettre la pression à Mounga, et on va voir que quand Mounga a le ballon, il va choisir de faire une longue passe, mais en fait,
la pression à la fois de Kriel, de Colby ici et de Willemse qui est déjà en train de monter à l'extérieur va faire que la passe de Mounga va aller au sol et qu'il y a même pas de surnombre en fait à la fin de cette action-là. Et la défense sud-africaine a mangé le terrain et a forcé l'erreur technique des Néo-Zélandais. On va voir un peu la même chose sur cet exemple-là avec Retallick qui fait une passe dans le dos du bloc pour Mounga à nouveau. Mounga va servir Jordi Barrett et à nouveau on voit ici qu'il y a quand même 20-25 mètres de couloir potentiel à exploiter avec 2 Néo-Zélandais pour un seul Sud-Africain. Et la qualité de replacement, la qualité comment dire, de réactivité de Kriel qui est ici, qui est monté très vite, mais qui rapidement comprend qu'il ne va pas réussir à aller attraper Barrett et qui du coup va vite se replacer pour faire que à la fin, le surnombre qu'on voyait, Kriel il est déjà là sur Boden Barrett et Colby, lui, va pouvoir aller défendre ensuite sur Jordan. Et qu'est-ce qui se passe? Boden Barrett va choisir de pas poursuivre cette action-là parce que le surnombre est annulé et il va taper au pied. Donc il y a à la fois la qualité de la montée défensive et puis après la montée, de la capacité à se replacer et à ne pas arrêter, en fait, à ne pas s'arrêter après la montée. Et puis on voit pareil à l'intérieur, il y a Colissi, il y a Mostert, il y a Kitchoff, il y a Vermeulen, tous ces joueurs-là, ils vont assurer un deuxième rideau au cas où au cas où il y a une percée. Là, c'est un autre cas, mais c'est encore autre chose. Mais voilà, cette qualité défensive, elle est vraiment incroyable. Pierre-Henri, je sais pas, toi, tu les as affrontés. Tu disais, on pense toujours, cette semaine, tu nous disais, on pense toujours qu'il y a des espaces sur les extérieurs, mais en fait, il n'y en a pas. Ouais, mais après tu l'as bien montré, c'est-à-dire qu'il y a cette solidarité défensive, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a 209 plaquages, mais il y en a 36 de ratés. Il y a 9 offloads de concédés, il y a 7 franchissements néo-zélandais, et à la sortie, il y a un essai. Donc, ça veut dire que cette équipe-là, elle peut par moments se faire semi-breaker, je dirais, mais ils ont une telle capacité à jouer les uns pour les autres et donc à défendre les uns pour les autres et qui rattrapent les coups. Sur les extérieurs, oui, il y a la place. Quand tu arrêtes l'image comme tu as fait, il y a toujours la place sur les extérieurs contre les Sud-Africains. Mais pour y aller, c'est quand même très dur parce qu'ils mettent beaucoup de pression sur le porteur de balle. Donc, ils t'empêchent d'être tranquillement, de faire des passes tranquillement. Et ensuite, il y a cette capacité à ce que tous réagissent. Parce que Kriel est un excellent défenseur au large. Je trouve que c'est un garçon qui contrôle beaucoup les extérieurs, qui joue pour ça d'ailleurs, hein. Il rattrape beaucoup de coups avec les ailiers notamment. Ils sont capables de monter fort et parfois de contrôler quand ils voient que vraiment il y a le sous-nombre. Et pendant ce temps-là, ben, les Vermeulen, les Dutoy, tous les autres joueurs, tous les autres avants d'ailleurs de cette équipe sont capables de revenir, de ne pas lâcher, de se replacer, de recréer un rideau défensif rapidement. Voilà, c'est ça. J'en reviens à. C'est le meilleur collectif qui a gagné la Coupe du Monde. Les Sud-Africains, ils ont le meilleur collectif du monde aujourd'hui. Et vraiment, j'espère que la France sera champion du monde en 2027. Mais pour être champion du monde, il va falloir qu'on ait ce collectif-là. Tu vois, c'est-à-dire, aujourd'hui, oui, Steph Dutoy est meilleur joueur de la finale, je pense. C'est l'homme du match. Mais je t'assure, on peut pas sortir un joueur sud-africain de cette équipe. Pour moi, c'est un collectif de 23 joueurs qui est champion du monde et ça fait un petit moment qu'ils gagnent les matchs à 23 d'ailleurs. Et si on veut être champion du monde demain, il faut s'inspirer de ça. Et aujourd'hui, vraiment, ils ont ça, les Sudaf, hein. Ils ont cette solidarité offensive, défensive et sur tout le terrain et pendant 80 minutes qui leur permet de rattraper des coups et puis de gagner les matchs, tout simplement. Là, tu le disais, je Parce regardais, que, je suis sur les stats, là, ils sont une dizaine à avoir fait au moins 10 plaquages et on parlait de Dutoit qu'on a à 28, mais Fourie, tu le disais, c'est pas le joueur le plus connu de cette équipe qui est 21. 21 ce soir, alors que c'est incroyable comme ces stats aussi. Et Fourie, ouais, il a mais rattrapé en défense ce qu'il a perdu en touche, puisqu'il a été en Ouais. ouais. difficulté dans ses lancers. Mais Ouais, c'est il pas a son une point fort aussi, non? activité. Voilà. Aujourd'hui, il est là parce Non. que Malcolm Marx est Mmh. blessé, d'accord? Parce que c'est quand même le talonneur un peu titulaire ou numéro 1 bis de l'équipe d'Afrique du Sud.
Donc c'est pas un bon talonneur, je dirais, de conquête, pas un bon lanceur, pas un très costaud, talonneur de mêlée. C'est pas un Il aime pas trop ça. C'est une sorte d'hybride entre troisième lignel, numéro 8 et talonneur. Mais par contre, voilà, c'est comme tu as dit, c'est 21 plaquages, mais parce que c'est sa chance aussi d'être champion du monde, de revenir de Mmh. loin. Il revient de loin, lui, quand même. C'est incroyable Mmh. qu'il soit aujourd'hui champion du monde, Foury, tu vois? Quand il est parti de France, qu'il soit en Pro D2, on se disait: «C'est fini, sa carrière est finie», quoi, tu Mmh. vois? Et le mec, il est là ce soir, au Stade de France, champion du monde, donc et voilà. Et donc c'est 21 plaquages, voilà, il rentre dans un collectif. Je pense que pour jouer pour l'Afrique du Sud aujourd'hui, tu es obligé c'est non négociable chez eux, je pense, la défense, de courir, de se relever vite, et le travail sans ballon. C'est une équipe qui travaille beaucoup, beaucoup sans ballon. Donc là, on a les stats, plaquage, défense, etc. Mais les Mmh. stats de course, c'est d'accélération, Ouais. de, de volume de course sur le terrain, ça doit être énorme. Ça doit être énorme. Ces joueurs-là, ils courent sans arrêt, c'est incroyable. C'est incroyable. On peut peut-être un peu regarder quelques highlights en capture de Peter Steph Dutoit, qui, Oh yes, qui a with fait, pleasure. voilà, qui a fait énormément de choses sur le terrain aujourd'hui. On va juste regarder un des aspects de sa partition de jour, c'est l'aspect défensif évidemment. Il y a une action que j'ai trouvée assez remarquable de sa part, c'est une balle de contre-attaque très importante à la 76e minute. Le Black viennent de récupérer un ballon. On voit qu'il y a quand même un coup à jouer sur les extérieurs. On est sur un ballon de récupération, donc là, il y a Boden Barrett qui a le ballon, il y a Mackenzie dans le dos éventuellement à utiliser. Et on voit que Peter Steph du tout n'est pas dans une situation du tout confortable puisqu'il est seul dans ce couloir ici là. Et en fait, il va aller défendre comme le font les Sud-Africains. Il va aller défendre sur le premier attaquant qui vient et il va y aller avec toute sa force et toute sa vitesse, on va dire. Alors que c'est risqué parce que si Boden Barrett ne fait pas la passe à Boden Barrett, ben, Peter Steph Dutoit défend dans le vide. Et en fait, il va pas défendre dans le vide et il va réussir à intervenir sur Jordi Barrett, à le stopper, à l'empêcher de faire la passe. En fait, sa rapidité d'intervention fait que Jordi Barrett n'a pas le temps de faire la passe supplémentaire pour l'ailier qui doit être Linnor Brown à ce moment-là du match. Et il bloque le ballon, il bloque le joueur, il bloque le ballon en même temps, il bloque la contre-attaque qui aurait pu faire très mal, puisqu'à ce moment-là, les Sud-Africains sont à 14, il reste 4 minutes à jouer. Le moindre point encaissé, c'est sans doute la défaite. Mais au-delà de ça, Dutoit, ça a été aussi un joueur très important sur les jeux au pied, que ce soit les jeux au pied offensifs des Sud-Africains, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais sur les jeux au pied adverses aussi, sur les replis. Pendant toute la première mi-temps, Pierre-Henri, tu nous as envoyé des messages pour de capturer les replis sud-africains, on va dire. Là, on le voit sur un coup de pied néo-zélandais. Les Sud-Africains sont montés, mais dès qu'ils voient que le coup de pied part, ils commencent à se replier. Et parmi ces joueurs-là, il y a Peter Steph Dutoit qui est ici. Et on va voir qu'il va être dans le ruck pour soutenir. Et on voit que sur ce ballon-là, à la réception, sur le ruck, il y a plus de Sud-Africains que de Néo-Zélandais dans la zone, ce qui est un signe d'un repli très rapide. Arrête-moi si je me trompe, Pierre-Henri. On va voir la même chose, c'est un autre moment, un autre coup de pied sud-africain, néo-zélandais récupéré, premier joueur à arriver au soutien, Peter Steph Dutoit. Là, c'est à nouveau la même chose. Pollard qui récupère une chandelle, premier joueur sud-africain au soutien, Peter Steph Dutoit, alors qu'il n'était pas proche de Pollard à ce moment-là. Il était au moment du coup de pied, au moment du coup de pied, il n'était pas proche de Pollard, il était dans le premier rideau. Voilà les choses dans la qualité de Peter Steph Dutoit. Et il y avait un autre truc qui m'a marqué pendant le match. Je vais sortir des captures pour l'expliquer un peu, mais c'est que il était aussi on va mieux comprendre à travers les quelques exemples pourquoi et lui il se retrouvait souvent, y compris après dans des phases de jeu plus confuses, on dirait pas forcément après des lancements de jeu sud-africains, pourquoi il se retrouvait dans le couloir opposé pour monter sur les coups de pied sud-africains. Il avait en fait un replacement qui était assez intéressant puisque quand je vais essayer de le montrer.
C'est vraiment aujourd'hui, c'est pas Pixar qui a bossé pour nous, hein, c'est vraiment ils ont pas eu le temps de nous envoyer les trucs donc là, il y a eu un dégagement, sud-africain. On voit que Willem va tenter un drop et ce qui est intéressant, c'est Peter Steph Dutoit, il est ici et dans son replacement, on voit que lui, il vise il ne cherche pas à se rapprocher de Willem, il vise le couloir à l'opposé. Il est déjà en train de courir vers le couloir ici, vers le couloir des 15 mètres à l'opposé. On va avoir la même Là, chose sur cette action-là. Comment? on voit rien. Ah, vous Là, voyez pas là? non, pas Ah du tout. pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Vous faites bien de me le dire. Parfait, parfait. Donc là, Willem C est en train de taper va tenter un drop et on voit que Peter Steph Dutoit, il est ici et lui, il cherche pas à se rapprocher de Willem C, il part à l'opposé pour déjà anticiper la suite de l'action qui sera soit défensive, soit offensive. Mais en tout cas, voilà, son replacement, il est vers là-bas. On voit la même chose sur cette action-là. Willem C est en train de récupérer le ballon là et Peter Steph Dutoit est en train de partir vers le couloir à l'opposé. Et on va voir, il me semble que c'est sur cette action-là, 9 secondes plus tard, donc là on est à 32,06, 9 secondes plus tard, je me rappelle plus exactement comment s'est passée l'action, mais en tout cas, il y a un joueur qui met la pression dans ce couloir-là sur Will Jordan en train de récupérer un ballon, c'est Peter Steph Dutoit, qui à la fois grâce à sa taille, sa vitesse, sa qualité de plaqueur et de combattant au sol ou dans toutes les phases de combat, est un joueur magnifique pour jouer dans les couloirs comme ça et mettre la pression et, euh, et harceler en quelque sorte. Mm. Ah, c'est son job aussi, hein. Ouais. C'est ce que lui demandent, bien sûr, les coachs sud-africains. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable aussi d'aller au contest en l'air, puisqu'il est grand. Et après, il a beaucoup de vitesse, Steph Dutoit. C'est-à-dire que c'est un prototype, c'est un seconde ligne à la base, hein, qui est reconverti troisième ligne parce que justement, il a beaucoup de vitesse, et il a beaucoup d'activité. C'est un très bon défenseur, très bon plaqueur. Donc voilà, il lui demande de se mettre dans ce couloir, de se replacer dans ce couloir, de ne pas venir au milieu du terrain, justement, et de rester dans le couloir parce qu'ils utilisent ce jeu au pied décroisé avec le numéro 10 et qu'il est efficace autant défensivement qu'offensivement. Il a le même rôle, hein, en fait. C'est premier soutien sur le jeu au pied défensif, quand ils doivent récupérer le ballon. Escorter et vite être premier soutien, c'est son rôle. Et sur le jeu au pied offensif de pression, c'est le rôle de venir contester ou plaquer très vite le réceptionneur. Bon, voilà, mais bon, voilà, il est utilisé avec ses qualités Pendant que aussi. tu parles, je Colisi, peux montrer, hein. ouais, C'est un autre exemple, là, tu peux continuer à parler, hein, Pierre-Henri, mais c'est un autre exemple, il est là dans le couloir et c'est lui qui va récupérer le ballon sur sur ouais, ce coup de pied décroisé voilà, il a un des système Sud-Africains. toujours de l'ailier qui va au contest. Mmh. Ils vont au contest en l'air avec les ailiers. Et lui, toujours derrière. On l'a vu contre les Français aussi. Et voilà, il a cette capacité. Voilà, bah, c'est stratégiquement, voilà, ils mettent toujours deux joueurs ou trois en pression sur l'adversaire. Donc voilà, il est utilisé dans ce rôle-là. Mais ouais, après, c'est un super joueur. C'est vraiment. Il sait tout faire. Il sait tout Mmh. faire. Tu le prends de main, tu peux le faire jouer 4, 5, 6, 7, 8. C'est pareil. Non, Mmh. c'est des joueurs hybrides, c'est des super joueurs. C'est vraiment des super joueurs de rugby, ça. Et lui aussi, 2 fois champion du monde. C'est quand même énorme. Énorme. Mm. Meilleur joueur du Et monde il serait pas U19 étonnant qu'il demain, soit vous élu le savez. meilleur joueur du monde demain. Ouais. Ouais, Et il est pas dans il est puis, pas dans les nominés. Oh merde! Pardon. ouais. 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 Et Si, c'est pas tu si je dis sais, pas de bêtises, c'était Etsebes, hein, côté Sudaf. ouais. Bon. Après, c'est fou, mais c'est aussi un joueur d'équipe nationale. Tu vois, Steph Mmh. Dutoit, aujourd'hui, tu sais pas où il joue. Tu sais pas dans quel club il joue. Tu vois, c'est presque ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas Ah, un joueur de Hoche. club. Ouais, Ouais. ouais, il nous ferait du bien, mais Mmh. on aura du mal à se le payer. Il faudrait qu'il vienne gratuitement. Mmh. Ouais, il peut venir, mais S'il aime le magret. ouais, ouais, il doit aimer, il doit aimer. Mais tu sais, ouais, mais c'est un joueur d'équipe nationale. C'est un joueur Springbok. C'est un joueur de l'Afrique du Sud. C'est pas un joueur de club. Voilà, ouais, c'est un autre débat, mais bon, après, ouais, on change d'heure, hein, mais je pense qu'à Auch, on va pas changer le budget demain matin. Donc. Un Ça joueur va d'euro se faire moins million, sinon. facilement, disons.
Ouais, Mmh. on va pas Dans forcer. l'équipe demain, Peter Stub, toi, il a 9. Combien tu l'aurais mis, Pierre-Henri, toi? 9/10? Ouais, ben, 9, c'était une bonne note, 9 sur 10 quand même. Non, Ouais, non? c'est bien. Mmh, Écoute. Moi, si j'avais eu que mmh. des 9 à l'école, Ouais, Non, mais tu c'est vrai que 9/20, donc je t'en parle pas, toi. pendant le match, tous les messages que je recevais, c'était du toy, du toy, du toy. Même Eddie Jones envoyait du toy. Ils disent du toy en Afrique du ouais, Sud, tu sais, j'appelle ça. Du Mmh. toit, du toy. ouais. Mais c'est vrai qu'il fait une superbe finale, mais il fait une super Coupe du Monde. Je sais pas si, tu vois, c'est 9 de même, mais quel est le match où il a eu moins de 9, quoi, tu vois? Où tu lui mets moins de 9, c'est ça c'est un super joueur, vraiment. C'est, il a tout. Il a tout, parce qu'il est, très agressif en plus et aujourd'hui, il fait une coupe du monde sans prendre de carton, sans être pénalisé. Enfin, tu vois, c'est pas Mmh. peut-être que Ce qui contre avait la pas France, été il le aurait enfin, mérité, ouais, oui. mais bon, voilà, il y a ça, mais en tout cas, bon, aujourd'hui, ouais, c'est un beau champion, en tout cas. C'est un beau champion du monde, lui, tu vois? Sincèrement. Mmh. On va quand même parler des perdants, parce qu'ils sont pas si mauvais que ça. C'est quand même ces Néo-Zélandais qui ont beaucoup joué, on l'a dit, qui ont fait beaucoup, beaucoup de passes, qui eux aussi sont sûrs de leur force, mais peut-être est-ce qu'ils étaient pas un peu trop sûrs de leur force? Est-ce qu'ils auraient pas dû un peu jouer un peu autrement et s'adapter aussi aux conditions météo, et jouer un peu différemment, Pierre, hein? Moi, je trouve que, bon, en début de rencontre, ils ont voulu beaucoup, jouer à la main, beaucoup imposer leur jeu. Ils sont un peu trompés, peut-être au début du match. Ils ont rectifié après, avec un jeu au pied de pression. Après, attention, ils ont pris un carton rouge assez tôt aussi dans la rencontre et je trouve que quand ils ont commencé à utiliser un peu le jeu de pression, à récupérer des ballons et à jouer avec Téléa autour des rucks, Téléa a cassé beaucoup de plaquages encore aujourd'hui. Il a franchi justement au bord, en attaquant la zone à Malherbe, la zone, au pilier, et au second ligne justement sud-africain, dans ces zones-là. Et après, tu joues une finale sans buteur. Je suis désolé, mais Mwanga, c'est pas un buteur de haut niveau et ça leur coûte, pardon, une Coupe du Monde aujourd'hui. La transformation, elle est en coin, mais il n'y a pas de transformation en coin. À ce niveau-là, il faut tout mettre. C'est des buteurs, c'est une finale de Coupe du Monde. Il tape cette transformation, elle passe 4 mètres à côté. C'est pas un buteur. C'est pas un buteur pour être champion du monde. Et c'est la faiblesse aujourd'hui des Néo-Zélandais. La faiblesse, elle est tactique. On l'a vu tout à l'heure sur la conquête en touche. Gagner le ballon, c'est la priorité. Eux, c'est pas leur priorité aujourd'hui. Et il n'y a pas de buteur. Enfin, ils ont Et peut-être des bons buteurs avec Boden, etc. Mais c'est l'autre qui bute et l'autre, c'est pas un bon buteur. C'est tout. et s'ils prennent 2 fois la pénal touche justement, tu penses que c'est parce qu'ils ont pas un bon buteur ou aussi parce qu'ils sont sûrs de marquer dans leur tête après? Ouais, c'est particulier. Le choix est particulier. Sincèrement, peut-être que Mwanga veut pas taper la pénalité, tu vois. C'est particulier quand même, mais c'est le Super Rugby ça, tu vois? Ça, c'est la maladie du Super Rugby, cette Mmh. compétition où finalement il y a pas de pression. Toutes les équipes néo-zélandaises qui font le Super Rugby, elles tapent en touche. La main pénalité, elles tapent toutes en touche. Il y en a pas une qui va prendre les poteaux et mon gars, le premier avec les Crusaders, il prend jamais les poteaux, il tape en touche et en touche, il va marquer ou obtenir une pénalité. S'il marque pas, c'est pas grave. Tout le monde s'en fout. Les Crusaders, ils gagneront quand même le Super Rugby, tu vois, même s'ils marquent pas là. Et malheureusement, c'est une compétition, le Super Rugby, qui t'habitue pas à être champion du monde. Voilà, les Sud-Africains, mine de rien, ils ont basculé dans le Nord, avec la Coupe d'Europe, avec le championnat celte. Et aujourd'hui, on s'aperçoit ouais, que les Sud-Africains sont plus habitués à un championnat de pression, et de scorer pour gagner les matchs. Et alors que voilà, le Super Rugby ne prépare pas à la Coupe du Monde, c'est pas vrai. Mm. On peut raconter un truc, c'est que euh, après le match contre les Français, nous on avait eu ce regard sur le match. On va pas tout refaire toute l'émission, mais c'était que les Blacks avaient commencé à sortir du match à partir de la 50e à peu près, quand ils avaient notamment une action de la 53e, où Mounga notamment, mais d'autres joueurs avaient joué dans leurs 22 mètres et s'étaient fait contrer. Ils avaient arrêté d'occuper, alors qu'ils l'avaient très bien fait en première mi-temps. Ils avaient arrêté d'occuper. Et dans le staff des All Blacks, le sentiment n'était pas du tout celui-là. N'était pas que les All Blacks étaient sortis de leur match à la 53e. Ils étaient au contraire que les All Blacks, le sentiment était au contraire que
Les All Blacks n'avaient pas assez joué. Donc ils ont un côté jusque-boutiste. On peut trouver que c'est orgueilleux, que c'est prétentieux, que c'est des esthètes, que voilà, on peut tout qualifier, mais en tout cas, ils sont jusque-boutistes et ils pensent que c'est par le jeu qu'ils s'en sortiront. Et aujourd'hui, on l'a beaucoup, beaucoup ressenti. Je trouvais que sur d'autres matchs dans cette Coupe du Monde, ils avaient trouvé un meilleur équilibre entre occupés entre la main et le pied, on va dire. Et je trouve qu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas trop trouvé. Et notamment, alors qu'on sait qu'ils sont extrêmement doués pour trouver des solutions par le jeu au pied, des jeux au pied en diagonale, des jeux au pied par-dessus, des chandelles, y compris de leur propre camp, pour mettre la pression. Ils ont vraiment à la fois du talent pour ça et plein de joueurs pour le faire. Mounga, les frères Barrett, Aaron Smith, Will Jordan est très bon avec son pied aussi. Et là, ils l'ont pas beaucoup fait. À la mi-temps, on s'était dit que voilà, ils l'ont fait une fois, ils ont failli marquer d'ailleurs sur ce coup-là. S'il y a le bon rebond, il y a essai de Savea. Et en début de deuxième mi-temps, ils ont commencé à utiliser un peu plus le jeu au pied. On a revu quelque chose qu'ils avaient utilisé pas mal, c'était la chandelle axiale du numéro 9. Ils l'ont fait 2 fois. La première fois, ça a été plutôt intéressant pour eux. Mais ensuite, ils ont arrêté d'utiliser ce jeu au pied offensif-là, quitte à jouer parfois des coups. Alors, le paradoxe, c'est que ça leur a aussi rapporté un essai, puisque si on prend l'action de l'essai, je l'ai là, donc j'ai juste une capture, mais euh, si on prend cette action-là, la passe de Jordi Barrett, elle est hyper, hyper risquée, elle est très longue. Alors là, donc il est là, Jordi Barrett, et il va faire une longue passe ici, là. Euh, donc tenter ces coups-là, ça leur a rapporté cet essai-là, mais il y a d'autres exemples où ça a causé des pertes de balles. J'ai en mémoire une action autour de je crois que c'est la 63e minute où ils font quelque chose comme 15 temps de jeu. Je l'ai noté, je me rappelle plus précisément. Je retrouve ma feuille, mais ils font une quinzaine de temps de jeu. Il y a une longue passe à un moment, pareil dans le couloir sauté, récupéré par Will Jordan qui se fait. C'est l'action où il se fait un peu soulever par Colby et arracher le ballon en même temps. C'était très risqué, trop risqué. Et peut-être qu'un peu de jeu au pied voilà, leur aurait fait du bien, des jeux au pied. Alors pas du jeu au pied, pas forcément du jeu au pied long, mais au moins des petits jeux au pied par-dessus, des diagonales, voilà, plus de variations en fait. Ouais, je les avais trouvés très bons en demi-finale sur justement leur jeu au pied, l'occupation. Mm. Quand ils marquent cet essai, ils sont dans les 22 mètres adverses. Donc, dans les 22 mètres adverses, les All Blacks, ils sont très bons dans cette zone de marque, hein, ce qu'on appelle la zone de marque. Et c'est une équipe efficace dans la zone de marque, qui est capable de multiplier les phases de jeu dans la zone de marque pour obtenir des pénalités ou marquer des essais. Mais contre les Argentins, ils avaient été capables dans la zone avant, dans la zone des 50-22, là, d'occuper au pied, de mettre sous pression les Argentins, de récupérer les ballons de contre-attaque après, c'est-à-dire du moins jouer au pied argentin. Aujourd'hui, ils ont attaqué le match. Je pense sincèrement que leur projet, c'était de déplacer cette équipe sud-africaine, déplacer leurs avants, mettre beaucoup de vitesse dans le jeu offensif, notamment dans la zone 50-22, un jeu beaucoup plus à la main. Ils n'ont pas voulu affronter les Sud-Africains sur une bataille de jeu au pied. Ils ont certainement pensé qu'ils étaient moins bons dans ce domaine-là, sur le jeu au pied, sur le jeu aérien. Et ils ont voulu plus posséder le ballon et multiplier les temps de jeu, sauf que contre les Sud-Africains, c'est dur. Et c'est vrai qu'ils peuvent gagner le match. J'en reviens aux buteurs. Ils ont pas de buteur pour gagner cette finale, malheureusement. Après, ils sont pas loin. Ils sont pas loin. C'est une On équipe rappelle, ça qui, joue à un point, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment pas loin. Un Ouais. point, c'est rien en fait. À un ça se point, il y joue a 14. Ouais. à 14. Alors, ça a été compensé parce qu'il y a eu des cartons quand même, côté Mm. sud-africain, des cartons jaunes. Mais voilà, on a eu deux styles différents aujourd'hui. On le voit bien sur les stats. Voilà, mais les Néo-Zélandais, c'est aussi les Sud-Africains qui les ont très bien contrés parce que les Néo-Zélandais, quand tu leur laisses un peu plus d'espace, un peu plus de temps de manipulation du ballon, etc.,
ils sont phénomènes, hein, je répète, mais l'Italie est peut-être pas la grande équipe du tournoi Destination, et cetera, mais s'ils prennent 100 points, c'est pareil contre les Blacks. Il faut quand même marquer les essais, contre l'Italie, c'est une équipe capable, voilà, avec un peu d'espace et de temps, techniquement, c'est les plus forts du monde, je pense sincèrement, sur la qualité de passe, la gestuelle, qualité technique du pied ou la main. Mais voilà, je pense qu'ils se sont trompés un peu aujourd'hui, sincèrement, avec des conditions climatiques en plus difficiles. Voilà, je pense que leur projet, c'était de déplacer ce pack sud-africain, qui est lourd quand même, tu vois. Mais bon, ils n'ont pas forcément réussi voilà, dans- à le faire par du jeu à la main, quoi. Malheureusement, oui, je pense qu'un peu plus de jeu au pied, de bons jeux au pied Mmh. ont été bénéfiques pour eux. Ouais, c'est Alex, sûr, tu veux parce qu'on ajouter voyait quelque bien chose? que non, juste, on voyait bien que les manipulations étaient quand même favoriser la rush défense, quoi. Tout à l'heure, on a montré ses actions avec les passes dans le dos. On voit que Mounga, par exemple, a pas le même engagement, que les passes sont un peu plus lentes, on va dire, que Mounga dans le bloc, derrière le bloc, il a pas le même engagement parce qu'il faut d'abord penser à contrôler le ballon. D'ailleurs, Mounga a fait tomber des ballons importants. À un moment, j'ai au moins un en tête, alors qu'il y a un coup intéressant à jouer. Donc ça les a pas avantagés et ça les aurait peut-être, ça aurait dû les conduire peut-être. Et je pense d'ailleurs ils se le sont dit à la mi-temps parce que les deux coups de pied d'Aaron Smith dans les 10 premières minutes ou 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, ça montre qu'ils se sont dit à la pause, il faut qu'on utilise davantage cette arme-là. Mais ils l'ont un peu abandonné ensuite. Et c'est regrettable parce que on avait vu que, notamment avant le match d'ouverture, quand on avait bossé sur les Blacks, ici dans le salon tactique, on avait vu qu'ils avaient vraiment cette qualité de jeu au pied, avec des diagonales, enfin dans toutes les situations, même les fesses dans leurs 22 mètres, ils étaient capables de taper des diagonales. Alors, dans un contexte de test match, avec moins de pression, quand ils prennent quand ils avaient le score aussi, ils étaient capables de faire ça. Là, bon, c'est pas le même contexte, mais peut-être que s'ils l'avaient fait un peu plus, ça aurait créé des situations dangereuses, créé des situations gagnantes, et peut-être que ça aurait fait reculer aussi un peu les Sud-Africains au bout d'un moment, où ça leur aurait fait monter moins vite, ou créer plus d'incertitudes sur leur replacement, leur repli, leur montée, leur couverture. Ouais, puis après, Voilà. tu sais, Mmh. sincèrement, c'est une finale, on n'en parle pas trop, mais je trouve que Faf de Klerk et Pollard, ils ont dominé Aaron Smith et Monga. Mmh. Et tactiquement, dans la pression défensive, dans la justesse tactique et technique, je trouve qu'ils ont été meilleurs. Donc voilà, hein, ça se joue à peu, mais ça se joue à un point. Mais je trouve que la charnière sud-africaine a vraiment pesé. Après, vraiment, je tire mon chapeau, parce que quand tu es entraîneur et que tu gagnes une demi-finale avec une charnière, de changer complètement ta charnière pour la finale, Mmh. faut le faire quand même, tu vois. Il faut le faire. Voilà, Erasmus, c'est le chef, je pense, de ce groupe sud-africain. Je pense qu'il n'a pas peur voilà, de sortir quand même deux joueurs de demi-finale qui ne sont même pas dans les 23, hein. Reinhardt et Libock ne sont même pas remplaçants ce soir. Alors, ils sont champions du monde, mais pas sur le terrain, tu vois, pas en finale. Mais il n'a pas eu peur de changer sa charnière pour une finale. C'est énorme, hein, c'est énorme. Je ne sais pas quelle est l'équipe capable de faire ça dans le championnat ou au niveau international. C'est rare d'ailleurs. J'aimerais voir si c'est déjà arrivé, tu vois, de changer une charnière entre la demi et la finale. C'est quand même quelque chose. Et bon, à la sortie, je pense que ça les fait champions du monde, tu vois. Avec ça, je trouve qu'ils sont. Ouais, je répète, mais c'est une belle équipe championne du monde. On peut parler de l'arbitrage en quart de finale, on peut en parler. Si on continue d'ailleurs à en parler, on sera pas champion du monde en 2027, tu vois. Ouais. Parce que Ouais. je pense et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure et ce que disait Yannick, c'est pas des bourrins, le Sudaf. Ils ont tout prévu et aujourd'hui, d'avoir une équipe qui change une charnière entre la demi et la finale, et qui tactiquement joue parfaitement contre les Blacks, et elle s'affole pas. C'est vraiment une grosse équipe championne du monde. C'est pas le hasard. Ils sont pas champions du monde par hasard.
2 fois consécutivement. C'est quand même énorme aussi. Ouais, c'est fort. Ouais. Ils dominent le monde aujourd'hui, les Sud-Africains. C'est tout. Bravo à eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils s'en foutent du qu'en dira-t-on. Ce que ça raconte là, c'est que ils s'en foutent de ce qu'on va dire de leur jeu. Eux, ils pensent à l'efficacité. Et par rapport à ce que Pierre-Henri dit, le fait de changer la charnière d'un match entre la demi et la finale, le fait aussi d'avoir sorti Libok à la 35e minute en demi-finale, Ouais. ça raconte aussi un truc. L'idée de projet collectif. Alors, ils en parlent beaucoup. Ninaber a dit, voilà, aujourd'hui, on sait que l'important, c'est pas notre destin personnel, c'est les box, les box au-dessus de tout. Alors, ça paraît bateau parce que je pense que beaucoup de coachs le disent, mais le fait que ça soit accepté à ce point-là dans leur équipe, au sein de leur équipe, que l'e-box sorte comme ça à 35e, qu'il n'est pas un geste de mécontentement, que ça ne crée pas une mauvaise ambiance, que Reynak et l'e-box soient sortis entre la demi-finale et la finale, ça raconte beaucoup de choses. Et juste pour l'anecdote, il y a un moment donc, du quart de finale où, que j'avais réécouté donc, avec le son de l'arbitre. Le moment de la pénalité de Pollard, de la faute de Quagga Smith, là, il met les mains au sol. Il y a la pénalité, mais l'arbitre le récompense quand même. Pénalité de Pollard. Et au moment de la pénalité de Pollard, juste avant, il y a Bonambi qui, à ce moment-là, est capitaine. Il se tourne vers Pollard, puis ensuite vers Dodgeworth, et il leur dit For South Africa, For South Africa. Et il leur dit pour l'Afrique du Sud. Enfin, c'est pour dire à quel point ils sont conditionnés mentalement presque. Il y a une cause en fait. Ils ont une cause et ça les habite et ça se ressent dans l'énergie qu'ils laissent sur le terrain, dans l'esprit qu'ils ont pour rattraper les coups et dans l'esprit qu'ils ont pour accepter leur destin individuel aux uns et aux autres. Ouais. Et oui, moi je trouve que c'est une belle équipe championne du monde pour ça, parce que je trouve on est dans un sport collectif et où la cohésion te fait gagner des matchs, des titres. Et eux, ils ont démontré qu'ils ont une énorme cohésion, malgré des stars. Hein, ils ont quand même des stars comme joueurs, mais voilà, elles se fondent dans ce collectif et il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire hors terrain, je dirais. Tu vois, on n'en a pas entendu parler de la sortie de l'Ibok dans la presse. Eux n'en ont pas parlé. En interne, ils ont très bien géré ça, certainement. Tu vois. Alors, peut-être que s'ils avaient perdu aujourd'hui, ça aurait explosé. Hein, après la finale, on aurait entendu peut-être après la défaite. Mais aujourd'hui, ça leur donne raison. Et voilà, et je trouve que c'est une belle leçon parce que ouais, si tu veux être champion, il te faut avoir ce collectif. Et aujourd'hui, ils ont un collectif très fort, très très fort. Ouais, mais tant mieux pour eux. Plus 3 au goal average sur les Merci, phases finales. Ouais, pas mal, plus 3. C'est bon, c'est pas mal. Merci, messieurs, parce que demain, vous savez ce que c'est? C'est la reprise du top 14. Est-ce qu'on est excité par la reprise du top 14? Il y a une journée devant la Avec télé Alex, pour on a un Pierre-Henri, peu. je pense. Tu vas regarder tous Ouais. les matchs, Pierre-Henri? Tu vas regarder. Ouais, tu vas aller au stade ou tu regardes tous les matchs? Non, je vais regarder tous les matchs. Tranquillement. En famille, tranquille. Tu vois. Mais ouais. Avec quelques petites crêpes, peut-être, dans l'après-midi, si ma femme en fait. Et ouais. On Mais peut bon. venir. On peut venir, Ouais, je vous invite. moi je suis à Je gère Bayonne, ça. ça fait un peu loin, mais. Oh, Mm. ça va vite. Bayonne, Auch, Ordan-la-Roque, c'est à côté, tu vois, et ça va vite. Et après, peut-être qu'il y aura Dutoy, Steph Dutoy, peut-être qu'il viendra Ah, pour la sympa. coupe. Ah oui, parce qu'il signe à Ah, Auch. Oui, c'est vrai. ça C'est vrai l'intéresse. qu'il va jouer à Auch la semaine prochaine, il va falloir qu'il s'entraîne cette semaine. Pas con, faut le payer en crêpes, ouais. Ça va te coûter cher en crêpes. Ta femme, elle va bosser, quoi. Ouais, bon, après, on peut lui offrir des crêpes, c'est pas grave. S'il veut jouer à Auch, pas de souci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Alex. Merci, Pierre-Henri. C'était Merci super. à vous. Ouais. Yannick Bru a du souci Merci à à se ceux faire qui nous ont concernant suivis. tactique parce que Pierre-Henri, c'était très bien. Ouais, merci, Alex. C'était un 13 beau numéro. On a appris plein de trucs et c'était très bien. Merci à ceux qui nous ont Top. suivis, ceux qui nous ont envoyé des commentaires, même des commentaires parfois mécontents parce qu'on n'avait pas assez parlé de l'arbitrage de France-Afrique du Sud. Mais Où je on faisais le estime que gendarme. c'était Il pas y en a notre qui ont dit que mission. je faisais le gendarme. Il y en a un qui a dit que Si, à tu toi. faisais le Ouais. gendarme. Après, je trouve Lui a dit que que celui-là, il avait raison. Tu faisais trop le gendarme. Merci, Alexandre. Mais Merci, Alex. Merci. voilà. En tout cas, c'était Mm. juste pour dire on s'est estimé que c'était pas notre mission de parler de l'arbitrage parce que on a voulu parler de
tactique, de stratégie. Et il y avait plein de choses à raconter sur la tactique et la stratégie lors du quart de finale. L'arbitrage est un élément du résultat final, mais pas le seul et peut-être pas le plus important. Mais en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. On espère qu'on reviendra, peut-être pour le tournoi, et peut-être avec Pierre-Henri. Mais on verra si les choses, comment les choses évoluent. Mais voilà, on a bien aimé aussi recevoir des messages nous demandant de continuer pendant le tournoi, donc ça nous donne envie. Le problème, c'est qu'Alex, c'était un peu cher, quoi. C'est le problème aussi. En termes de budget, ça coûte un peu cher, mais tes bon, infographies, tout ça. Après, si Hoche rajoute un peu, tu vois. C'est vrai. Parce qu'apparemment, ils ont beaucoup d'argent, donc. On a rien. Mais par contre, si l'équipe veut sponsoriser le club, ils peuvent. C'est comme ça qu'on va trouver des joint ventures. On s'arrange. On s'arrange. Merci beaucoup, Allez, messieurs. merci. Allez, Merci. très bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Ciao, Bye. Ciao. Ciao, ciao. Bye.